L'actualité à la une ce samedi, l'avenir du pôle urbain de Basenko en question. 3 ministres pour mieux éclairer les résidents sur les projets en cours de réalisation à Basenko Échange. À suivre en début de journal. Une semaine à Bama nous conduira à Sungalodaga 3. C'est là que sont relogés les habitants de Djifolman. L'école du village fait d'ailleurs la fierté des populations délocalisées malgré leurs difficiles conditions de vie. Témoignage dans un instant. Zoom également sur Priska élève à Mémère dans le Yoba. Handicapé, elle écrit à l'aide de ses pieds en espérant le soutien de bonne volonté pour se procurer des prothèses. Du sport et cette fois du rugby, les hauts faits de Pilanou, nous en parlerons avec Antoine Yanogo. Il sera dans un instant sur ce plateau, mesdames et messieurs. Bienvenue. Devoir de redevabilité, un exercice pour le gouvernement qui a dépêché ses émissaires, les ministres en charge de la communication, de l'éducation nationale et des ressources animales à Dédougou pour présenter les réalisations de l'exécutif malgré la double crise sécuritaire et sanitaire. Le contexte est certes difficile, mais les forces vives de la boucle du Mouhoun veulent davantage de projets de développement dans leur région. Les précisions de Yves Romba, Edouard Ouedraogo et Dramanso. Face aux forces vives de la région de la boucle du Mouhoun, le ministre de l'Éducation nationale, celui de la communication et le ministre en charge de l'élevage font le bilan des actions de l'exécutif en faveur du développement socio-économique des couches sociales. C'est un exercice de redevabilité qui se tient à l'occasion de la conférence régionale du gouvernement, étape de la boucle du Mouhoun. Malgré un contexte marqué par l'insécurité, la crise sanitaire et les mouvements sociaux, des réalisations ont été faites par le gouvernement. Cependant, d'énormes défis restent à relever. Je ne suis pas trop satisfaite, voilà pourquoi j'ai demandé encore des doléances. Parce que on a nos membres qui ont des problèmes visuels, qui ont des problèmes troubles mentaux. Donc il faut former vraiment assez d'enseignants pour les langages de signes, l'écriture en braille. Voilà. Parce que si on amène nos enfants et que l'enseignant n'est pas adapté à ça, il va enseigner l'enfant là comment? Je pense que toutes les questions qui peuvent être réglées au niveau régional, nous allons les prendre en charge. Je pense que nous allons faire notre part de responsabilité. Les représentants du gouvernement rassurent les participants que l'exécutif est à pied d'œuvre pour trouver des solutions à ces nombreux défis. Nous travaillons, pour ce qui est spécifique de mon secteur, travaillons en étroite collaboration avec les gouverneurs qui prennent un certain nombre de décisions au nom du gouvernement. Et ce qui est important, c'est surtout d'inciter les collectivités territoriales à l'effet de mobiliser davantage des ressources, à côté des ressources qui sont transférées, pour que dans une synergie d'action, gouvernement, donc collectivités territoriales et secteur privé, nous puissions ensemble travailler au développement de nos différentes régions. La conférence régionale de Dédougou constitue le deuxième exercice de redevabilité pour le gouvernement après celle tenue à Bobo-Dioulasso. C'est une initiative du service d'information du gouvernement. Ils étaient également 3 ministres à l'écoute des préoccupations des résidents du pôle urbain de Basenko. C'est à la périphérie nord de Ouagadougou. Infrastructure, urbanisme et énergie, chacun tente de rassurer par les projets en cours pour désenclaver Basenko. Et quand l'insécurité en rajoute au calvaire des populations résidentes. Explication de Gérard Sommet et bienvenue Taoussa. Dans ces documents remis ici au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, ainsi qu'à ceux des infrastructures et du désenclavement, de l'énergie des mines et des carrières, les difficultés de la population du pôle urbain de Basenko. Problèmes d'électricité, de sécurité, difficultés d'accès à la cité par cette voie principale, surtout en cas de pluie. À quand la fin du calvaire des résidents de la cité de Basenko? C'est la réponse à cette question qui justifie la présence de cette équipe gouvernementale. Nous sommes venus pour rassurer les résidents donc de Basenko, de la cité de Basenko, des mesures qui sont en train d'être prises par le gouvernement en urgence pour faire non seulement du bitume, c'est-à-dire faire la route principale, mais aussi en ce qui concerne l'énergie, déployer suffisamment, en tout cas à ce niveau avec les agents de la SONABEL, des infrastructures. Nous allons aussi, par rapport à la plateforme
que les résidents ont bien voulu nous donner, examiner point par point pour voir les priorités du moment. Pour ces résidents réunis au sein du mouvement Basenko Yiki ou Basenko Lève-toi, la priorité du moment, c'est bien la question de la route dont l'accès pourrait se compliquer avec l'installation de la saison pluvieuse. Vous avez vu que la première pluie qui s'est annoncée à Basenko, et les images que nous avons présentées sur notre plateforme ont montré tout de suite la voie qui était inondée. Et déjà, ce n'était plus praticable. Donc nous savons que le bitume ne peut pas, et les délais qu'ils ont donnés, c'est en fin d'année. Pour l'instant, la saison s'installe. Qu'est-ce que nous on fait? À défaut du bitume, Khalifou Diallo et ses camarades proposent comme solution immédiate l'ouverture de voies secondaires sur l'ensemble du site et la construction de ponts au niveau des cassis. Au moment où le mouvement Basenko Yiki se préparait à exprimer son ras-le-bol, cette rencontre d'échange qui s'achève sur une note d'espoir se veut une aubaine pour renouer le fil du dialogue. Le Burkina, le Mali et le Niger, 3 pays du Sahel bénéficiaient du programme d'appui intégré au système de justice pénale dans la bande sahélienne. Au-delà du renforcement de la chaîne pénale, ce programme lancé hier à Ouagadougou devrait favoriser l'accès de la justice aux justiciables. Boukari Ouedraogo. 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, bénéficient désormais d'un programme d'appui au système de justice pénale initié par l'Organisation internationale de droit du développement IDLO. Avec ce nouveau programme, nous allons avoir une focalisation au niveau des tribunaux de grande instance et particulièrement dans la zone du Liptako-Gourma. Comme nous le savons, cette zone est véritablement marquée par une insécurité profonde, mais aussi, on peut le dire, par une certaine méfiance entre les populations qui sont les justiciables et les acteurs de la justice. Une démarche qui permettra de promouvoir la paix et la sécurité dans le Sahel. Au Burkina Faso, la bonne nouvelle, ce programme s'inscrit dans les priorités du gouvernement et d'ailleurs cadre avec la réforme de la justice entreprise depuis 2015. Ce programme, si on venait à le mettre en œuvre, permettra vraiment un renforcement des capacités au niveau de la justice. Vous avez vu que les domaines d'intervention sont assez diversifiés. Il y a, en dehors du renforcement des capacités même des acteurs de la justice, nous avons aussi un appui financier au niveau du fonds d'assistance judiciaire. Ça va permettre également de travailler à ce que désormais les délais de traitement des procédures au niveau de la justice soient raccourcis. Pour le chargé d'affaires du Royaume des Pays-Bas au Burkina, ce programme permettra d'avoir une justice transparente, rapide et indépendante dans le Liptako-Gourma. Justement pour ce faire, les Pays-Bas injectent pour 5 ans une enveloppe de plus de 10 milliards de francs CFA pour une justice de confiance qui assure le bien-être des populations. Crise scolaire au Burkina pour sa première sortie médiatique sur les récentes réformes au MENAPEALEN. La Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche parle d'une tentative de privatisation aggravante du secteur de l'éducation au Burkina. Par conséquent, la FSINTER dit soutenir les élèves dans leur lutte sans pour autant en être le manipulateur. Compte rendu de Césaire Carrefour et Draman Guéné. Première sortie médiatique de la FSINTER depuis la crise de l'éducation. La Fédération des syndicats de l'éducation et de la recherche rejette en bloc la fin des sujets au choix à l'examen. Il s'agit pour elle d'une réforme purement économique. La question de conformité dans la zone UEMOA n'est qu'un faux fuyant, selon Suleiman Badiel. Si vous prenez le nombre de feuilles par candidat, là, vous multipliez rien que par 25 francs, vous vous retrouvez avec plus de 300 millions. Par an. C'est ça la réalité. Et l'objectif du gouvernement, l'objectif principal du gouvernement là, c'est ça. À l'enseignement technique là, ils ont même supprimé l'examen pratique là pour ramener ça en classe. Parce que la pratique là, ils estimaient que ça coûtait cher. L'arrimage du baccalauréat au ministère de l'Éducation nationale, lui aussi, est perçu comme un contingentement masqué. Un contingentement pour accentuer la privatisation de l'éducation selon les conférenciers. Aujourd'hui, regardez au supérieur, il y a plus de 150 établissements supérieurs.
mais il n'y en a pas 30 qui sont publics. Donc ça va renforcer la privatisation. C'est une évidence. Pour la FCINTER, en l'absence d'études sur les limites de l'ancien système et les avantages du nouveau, elle ne saurait s'associer à une telle réforme. Elle dit par conséquent soutenir les élèves dans leur lutte, mais se démarque de toute forme de manipulation des élèves. Retour sur le dîner gala organisé hier soir à Ouagadougou par le ministère en charge de l'agriculture pour la mise en œuvre de l'IMAN, l'initiative pour la mécanisation agricole au Burkina. Plus d'1,124 milliard de francs CFA mobilisés sur place pour l'octroi massif d'équipements agricoles aux producteurs, de quoi booster le rendement agricole. Adama Guiti, Ernest Kambiré. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Plus d'1,124 milliard de francs CFA mobilisés au cours d'un dîner gala de lancement riche en son et en lumière. Et l'initiative pour la mécanisation agricole au Burkina est en marche. C'est une grande soirée. On a vu que les Burkinabés ont fait parler leur cœur. L'initiative est lancée avec à la clé 1,24 milliard. Nous voulons que cela continue. L'initiative pour la promotion de la mécanisation agricole ainsi lancée se veut une action de mobilisation citoyenne pour l'octroi massif d'équipements agricoles aux producteurs. Il s'agit à travers cette volonté politique affichée de mobiliser l'ensemble des énergies, de mobiliser les ressources auprès des Burkinabés et des partenaires pour équiper les agriculteurs en matériel moderne de production. Une action soutenue fortement par le président du Faso, dont la contribution personnelle s'élève à 20 millions de francs CFA. Un signal fort partagé par l'ensemble des parrains. Ce serait qu'un départ, un bon départ. Et pour l'agriculture, je crois que c'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Donc j'ai dit aux acteurs, à tout le monde, encourageons les agriculteurs à pouvoir donc être indépendants sur le plan de la production, sur le plan de leur prise en charge. Booster la production agricole, il est attendu de l'IMAN un engagement pour l'acquisition d'au moins 10 000 unités d'équipement pour cette campagne agricole qui s'installe. La rubrique « Une semaine à Bama », c'est en quelque sorte une immersion à Bama. Si vous y êtes les matins, le petit déjeuner est connu, du riz chaud et de la sauce à base d'arachide à portée de main, un déjeuner très prisé par les populations. Trêve de commentaires. Gira Somé et Amandine Larsaga nous invitent à table. Regardez. C'est le début d'une longue journée pour notre équipe de reportage. Et pour l'aborder, ce petit déjeuner bien solide. Du riz produit sur la plaine de Bama, accompagné d'une sauce de pâte d'arachide. Ici, le consommant local prend tout son sens et ce ne sont pas les restauratrices qui s'en plaignent. Je vends le riz chaque matin. Je trouve mon compte parce que ça me permet de subvenir à mes besoins quotidiens. Et le riz de Bama est le préféré ici. Tous les matins, je peux vendre plus de 5 000 francs. Chaque matin, je prépare une dizaine de kilogrammes de riz. Ça marche vraiment. C'est ce que beaucoup mangent avant d'aller au service. Par jour, je vends au moins 10 000 francs. La préparation du riz de Bama est différente par rapport aux autres riz. Un bol de riz nécessite 2 bols d'eau. Il faut surtout respecter le dosage pour une préparation réussie. Un petit déjeuner pas comme les autres, entendu au sens de la gastronomie classique. Ici, point de bouillie de mil ou de riz, encore moins du café ou du thé. C'est plutôt du riz local qui est servi et les clients n'en demandaient pas plus. Je mange le riz de Bama tous les matins. C'est notre petit déjeuner ici à la place du café. C'est propre et ça me maintient toute la journée. Le riz de Bama est très délicieux. Nous le trouvons meilleur. Je viens de manger le riz sauce. Dans toute la journée, je suis en forme. C'est le riz de Bama. Ici, on produit le riz
Donc les matins aussi, on prend du riz. Même à midi, c'est le riz qu'on mange. Voilà, parce qu'on produit ça. Oui, c'est notre fierté. Nous, on le prend comme petit déjeuner parce que on a habitué ça à Bama ici. Ça nous donne une bonne rentabilité dans le corps. Tu prends un petit déjeuner avec le riz de Bama, tu peux facilement passer la demi-journée sans chercher à manger autre chose encore. L'expérience en vaut la chandelle et l'équipe de reportage peut en rendre témoignage. Après un petit déjeuner bien solide, nous embarquons pour notre périple du jour et vous fait découvrir les potentialités de la commune de Bama. Comme pour dire, consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Amandine, vous l'avez dit. Après le petit déjeuner, mettons-nous en route pour Samandeni. La réalisation de ce grand barrage a nécessité la délocalisation d'une dizaine de villages. Eh bien, les habitants de Gifolman se sont retrouvés à Sougalo-Daga 3 il y a de cela 8 ans. Le quotidien de ces populations délocalisées dans ce reportage de Gira Somé et Amandine Lalsagar. Sougalo-Daga 3, l'un des 10 sites d'accueil aménagés non loin du barrage de Samandeni. Ici vivent plus de 800 ménages affectés par la construction du barrage. Salif Zonon est l'un des habitants de Sougalo-Daga 3. Sous ce hangar de fortune, il forge et façonne le métal. Il fabrique aujourd'hui du matériel agricole. Mais dans une autre vie, Salif Zonon était cultivateur. À Gifolman, je m'en sortais mieux, mais ici je me suis reconverti. De cultivateur, je suis devenu forgeron, mais je n'ai pas le matériel nécessaire. Je me débrouille en attendant. Moi, je n'ai pas de domicile fixe. On nous avait promis des logements. J'ai une femme et des enfants et c'est compliqué. On espère que la situation va s'améliorer. Si Salif Zonon s'est reconverti par la force des choses, ce n'est pas le cas du vieux Tinta qui attend toujours. Selon lui, beaucoup de choses ont été faites, mais toutes les promesses n'ont pas été tenues. Ça fait 8 ans que nous sommes ici. Avec le projet de Samandeni, on nous a délocalisés de Gifolman à Sougalo-Daga 3. Mais la vie est dure, nous n'avons pas de terre pour cultiver. Chaque année, il faut payer 25 000 francs par hectare. Mais même avec cela, il n'y a pas de garantie. Le propriétaire peut retirer son terrain à tout moment. Le manque de terre pour l'agriculture est l'une des principales difficultés rencontrées par ces populations. Mais pas que. Sougalo-Daga 3 n'a pas non plus de marché. Par jour, je peux avoir 15 000 francs comme recette. Depuis que nous sommes là, on se débrouille. Je gère cette boutique depuis notre arrivée. Beaucoup de femmes n'ont pas d'activité. Si on pouvait nous aider avec des prêts pour nous permettre de développer nos activités et pouvoir bien vivre ici. On n'a pas de travail. On ne peut même pas cultiver. On n'a même pas de marché pour exercer nos petits commerces. Nos époux n'ont pas non plus de travail. On souhaite que le gouvernement nous vienne en aide. La réalisation du barrage de Samandeni a nécessité la délocalisation d'une dizaine de villages avec environ 6 000 ménages. La vie est certes difficile sur le site, mais l'école de Sougalo-Daga 3 fait des prouesses avec de bons rendements scolaires, des 100% au CEP. Cette école qui reçoit les enfants des familles délocalisées a reçu des distinctions au cours des concours d'excellence. Explication de Gira Somé et Amandine Lalsaga. Cours de grammaire en classe de CM2 à l'école de Sougalo-Daga 3. Ici, l'objectif est de réaliser du 100% au certificat d'études primaires. Des résultats en passe de devenir une tradition dans cette école qui accueille des enfants des familles délocalisées en raison de la construction du barrage de Samandeni. L'école de Sougalo-Daga 3
a ouvert ses portes en novembre 2013. Malgré en tout cas cette ouverture tardive, l'école a fait en tout cas des prouesses et en obtenant en tout cas un taux de 100% à l'examen du CP. Il y a 2 ans de cela, nous avons également fait du 100% avec un effectif en ce moment de 112 élèves. Et la classe était tenue quand même par 2 personnes, à la personne de M. Lawali Sidiki et Mme Leila Senou. Des enseignants qui ont vu leur mérite reconnus sur le plan national et récompensés au cours de la journée de l'excellence scolaire. Le travail est le seul secret en tout cas chez nous ici, parce que nous, il y a une certaine rigueur que nous avons su imposer du fait que c'est nous quand même qui avons quand même ouvert l'école et nous avons en tout cas su nous imposer et en tout cas nous sommes quand même donné une ligne de conduite. Travailler, prenez de la peine. Comme le dit le poète, la leçon semble bien apprise par les élèves qui affichent leur confiance aux enseignants. Des élèves qui promettent également de relever le défi d'un succès collectif au CEP. Dans notre école, les maîtres nous enseignent très bien et nous sommes sûrs que cette année 2021, nous allons faire 100% au CEP. On est prêt pour vraiment relever le défi. Parce qu'avec les collègues qui sont là les années antérieures, ils nous ont parlé de cette école. Et on est là depuis le début de l'année en octobre. On est en train d'œuvrer beaucoup avec les examens blancs, avec le soutien des collègues, eux-mêmes le directeur de l'école. Et on espère et on est prêt à aller là que, en tout cas en juin, nous allons vraiment faire le 100%. C'est la dernière ligne droite. Plus de temps à perdre, le CEP, c'est dans quelques semaines. Ici, à Sungalo Daga 3, les acteurs en sont bien conscients et se donnent à volonté pour relever le défi. Toujours dans le chapitre éducation, nous allons cette fois à la rencontre de Priska, handicapée. Elle a perdu l'usage de ses bras dès son enfance. Qu'à cela ne tienne, elle poursuit actuellement sa scolarité à l'école primaire de Mémère, commune de Cooper, dans le Yoba. Manger ou écrire, la petite Priska le fait avec ses pieds, espérant avoir un jour des prothèses. Priska veut bien réussir sa vie. Issa Kazabré. Roumial, Patrice Toué, reportage. 11 ans, est élève en classe de CE2 à l'école primaire publique de Mémère A. Ayant perdu ses 2 bras depuis sa tendre enfance, Priska mène ses activités scolaires et domestiques avec ses membres inférieurs. Elle écrit, fait la vaisselle, mange et fait plusieurs autres activités avec ses pieds. Je n'ai pas l'âge exact de quand la maladie a commencé, mais c'est à son enfance, entre 9 à 10 mois comme ça. Suite à une maladie, c'est-à-dire le paludisme, nous sommes allés au dispensaire, on nous a transférés à Danou. De Danou, ils ont fait une transfusion sanguine. Et c'est après ça, 2 jours après, les bras ont commencé à noircir. Ils ont parlé de l'amener encore ailleurs. Et par faute de moyens, on l'a ramené à la maison. Aller voir un pharmacien d'ici, et c'est lui qui suivait le traitement. 2 jours après, quand il a enlevé les bandes là, les bras se sont enlevés tout seuls, comme ça. Priska perdra pour toujours ses 2 bras. Elle grandira avec ce handicap et s'adaptera comme elle le peut. C'est d'ailleurs elle-même qui a demandé son inscription à l'école. Mon prédécesseur, effectivement, m'avait fait savoir qu'ils avaient d'abord essayé une première fois de l'inscrire, mais en même temps, les parents étaient sceptiques. Voilà. Et quand je suis arrivé, c'est en début d'année, voilà. Elle suivait ses camarades pour venir. Voilà. Et l'inscription, effectivement, a été faite, je l'ai acceptée. Et c'est la maîtresse en son temps qui avait peur, c'est la titulaire du CED actuellement. Elle était un peu embarrassée, et moi non plus, parce qu'on ne savait pas comment on allait, en tout cas, nous occuper, en tout cas, d'elle. Les débuts de Priska à l'école n'ont pas été faciles. Madame Yen est l'enseignante de Priska depuis le CP1. Au CP1 là, ce n'était pas facile en tout cas, mais bon,
Souvent, quand les élèves veulent écrire sur les ardoises, moi aussi, je fais sortir son ardoise aussi. Je dépose. Elle veut écrire. Si je dis d'écrire tel mot, elle n'arrive pas à écrire. Donc, je peux appuyer un peu son pied aussi pour l'aider à former quelque chose. C'est ceux-mêmes qui sont normaux, mais il y a des jours, ils ne viennent même pas. Ils viennent, ils demandent, ils disent des choses même. Bon, mais elle, en tout cas, je ne peux pas mentir sur elle. Elle vient chaque jour. Donc, je sais qu'elle a la volonté d'apprendre. Elle veut être aussi comme les autres. Mais si tu le vois avec ses camarades, non, c'est propre. Elles sont ensemble, jouer ensemble. Je suis contente d'être à l'école. Je suis venue à l'école pour apprendre à lire, et puis à écrire, puis compter, et puis chanter, et puis lire. C'est bien. La fillette de 11 ans est touchée par la gentillesse des sœurs religieuses de sa localité qui l'aident souvent avec des vêtements. Son rêve, devenir sœur religieuse afin d'apporter de la joie autour d'elle et porter assistance et secours aux nécessiteux. En plus de l'accompagnement des sœurs religieuses, la petite Priska reçoit des soutiens de la part de certaines personnes physiques et morales. Mais cela n'est pas toujours suffisant. C'est vrai que les finances, ça aide, mais c'est l'éducation qu'on doit lui apporter là. C'est ça qui fait problème. La maîtresse, sincèrement, ici, qu'on n'est pas comme ça. Voilà. Je ne suis pas tutélaire. Moi, le peu que je connais, je lui dis comment il faut faire. Mais la vraie difficulté, c'est ça. S'il y avait ne serait-ce qu'une formation, voilà, sur l'éducation inclusive, approfondie, voilà, pour les enseignants de l'école. Priska veut réussir dans sa vie et elle compte sur l'État burkinabé et ses amis pour lui trouver des prothèses et une école spécialisée qui sait prendre en compte son handicap. Voilà, c'était là la vie de Priska. Nous irons également à la rencontre de nouvelles compétences en radiodiagnostic et imagerie médicale. Ils sont 113 spécialistes de 8 nationalités formés à l'UFR-SDS de l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, baptisé Promotion Résilience. Leur sortie officielle en Imanche avec Moussa Ouedraogo et Oumou Sissé. 4 ans pour certains, 5 et même 6 ans pour d'autres, il a fallu de la volonté, du temps, de la persévérance et de l'énergie à ces 6 premières promotions de radiologistes formés à l'UFR-SDS de l'Université Professeur Joseph Kizerbo. Et aujourd'hui, c'est une étape de franchie avec la remise de leur diplôme. Au nombre de 113, ils ont pour nom de baptême Résilience. Le contexte sécuritaire dans lequel nous sommes et également aussi les difficultés socio-économiques également que traverse notre cher pays. Et c'est dans tout ce cadre-là que nous avons choisi ce nom de baptême pour dire que les médecins radiologues doivent s'adapter à ces conditions qui sont difficiles. Le fait qu'ils aient cette offre de formation sur place a permis d'améliorer les ratios parce qu'on était à 5 spécialistes pour tout le pays en 1994. Et nous sommes rendus actuellement à 101 spécialistes auxquels vont s'ajouter ceux qui viennent d'être formés. Donc c'est vraiment des motifs réels de satisfaction. Des conditions de travail difficiles certes, mais ces radiologistes doivent cultiver les bonnes valeurs dans l'exercice de leur métier. Quand on choisit d'être médecin, on choisit en réalité de s'écouter en aimant les autres. C'est ce qu'on leur a simplement demandé, d'être à l'écoute des autres pour que véritablement ils puissent servir donc les populations. Une chose aussi est de savoir qu'en imagerie médicale, la machinerie évolue très vite. Il y a la radiographie, il y a l'échographie, il y a le Doppler, il y a le scanner, il y a l'IRM. Toutes ces machineries-là évoluent très vite avec les besoins du moment, ce qui interpelle sur la formation médicale continue. D'où l'appel lancé au gouvernement de mettre l'accent sur le recyclage des techniciens de santé. Ces 6 promotions viennent d'horizons divers. Le DSS en radiologie a vu le jour pendant l'année académique 2010-2011.
Dans le registre culture de ce samedi, le bureau burkinabé du droit d'auteur a déposé ses valises à Gawa pour des séances de sensibilisation sur le paiement de la redevance du droit d'auteur. L'importance du droit d'auteur dans le développement socio-économique du Burkina, thématique choisie par le BBDA pour mieux convaincre. Issa Kazabré, Lambert Soma. Cet atelier qui se tient à Gawa marque le lancement de la vaste campagne de sensibilisation du bureau burkinabé du droit d'auteur. Sont présents toutes les parties prenantes comme les tenanciers de base et maquis, les hôteliers, les salons de coiffure et les pharmacies. L'objectif général est d'améliorer le cadre juridique à travers la poursuite de la sensibilisation. Élargir l'assiette de recouvrement des droits d'auteur à travers une sensibilisation des utilisateurs d'œuvres de l'esprit. Également, deuxième objectif, c'est de sensibiliser les artistes sur le nouveau règlement de répartition qui a été adopté le 8 octobre 2020, qui aujourd'hui fait une uniformisation au niveau des coefficients entre la musique traditionnelle et la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Nous disposons d'un nouvel ordre tarifaire. L'ordre tarifaire, c'est le document qui régit les tarifs des utilisateurs d'œuvres de l'esprit. Et puis enfin, c'est de communiquer même de façon générale sur l'importance de l'adhésion au bureau burkinabé du droit d'auteur. Ambassadrice du bureau burkinabé du droit d'auteur, Augusta Palinfo invite tous les créateurs des œuvres de l'esprit à adhérer au BBDA car il n'y a que des avantages à en tirer. Être membre du BBDA est que chaque année, oui, comme on dit, il y a la répartition des droits. Hormis cela, quand on a des difficultés aussi, le BBDA œuvre à ce qu'on soit traité et bien traité. Et hormis ça encore, minimum 2 appels à projets chaque année qui sont lancés à hauteur de 1,5 million. Quand on aime son artiste avec grand A, on doit commencer par s'acquitter notamment des redevances pour que ces artistes qu'on aime puissent jouir, puissent bénéficier de ces redevances qu'on envoie. Avant le lancement de la campagne, des séances de sensibilisation ont été faites au profit des tenanciers et des occupants de débits de boissons sur le paiement de la redevance de droit d'auteur. Cette campagne s'exécute en partenariat avec le Programme national de volontariat et la SODIBO. Elle se tient du 22 mai au 19 juin et va couvrir 8 régions. La nuit d'hommage aux autorités coutumières, c'est une initiative de la cantatrice Nana Bibata qui, à travers prestations artistiques et remise de trophées, salue l'engagement des bonnets rouges, porte-étendard de la culture burkinabé et acteur clé pour que règne la paix et la cohésion sociale au Faso. Césaire Carrefour et bienvenue dans sa reportage. Des bêtes de scène sur le plateau de la salle polyvalente de Ouaga 2000. La jeune génération, mais aussi des grands noms de la musique traditionnelle. C'est un concert dédié à ces hommes en bonnet. Il se tient pour la 12e fois sur l'initiative de cette cantatrice Nana Bibata. Un spectacle pour louer les actions de la chefferie coutumière allant dans le sens de la promotion du vivre ensemble. Les chefs coutumiers se sont beaucoup mobilisés, tout comme le public. C'est donc une grande satisfaction pour moi. Je suis reconnaissante à tous les artistes qui ont répondu à l'invitation. Je demande aux chefs coutumiers de contribuer à assurer la paix dans le pays. À cette soirée, des trophées décernés à des personnalités qui contribuent à hisser haut le drapeau burkinabé en matière de culture, parmi lesquels le Mogonaba Baogo, représenté par le Wemba Nabaligdi, une tribune d'expression culturelle qui donne lieu parfois à des démonstrations de pouvoir mystique. Dans la rubrique sport de ce midi magazine, une percée du rugby burkinabé sur le plan africain avec des titres acquis de haute lutte, mais aussi des responsabilités dans les instances continentales et même mondiales. Le Burkina abrite du 5 au 13 juin les préliminaires des éliminatoires du Mondial France 2023 et l'équipe nationale est en regroupement au centre omnisport des étalons ici à Ouagadougou. Allons à la découverte d'un joueur clé de l'effectif de Cheikh Amidou Ouedraogo. C'est dans ce reportage signé Rasmane Zoundi et Jérôme Tiendrebiogo.
Voici le Pilanou ou le 15 du Burkina, ou si vous préférez, appelez-les étalons rugby. Ils sont en plein dans la préparation du tournoi international de pré-repêchage pour la Coupe du Monde France 2023. Cette fois, vraiment, le travail est vraiment facile parce que j'ai les renforts des coachs d'avant et derrière. Et Thibaut et Loïc, ils sont là, vraiment, ils font du boulot. Ils sont venus d'abord par la fédération avec aussi Antoine Yamégo. Antoine Yamégo, c'est lui. Franco-burkinabé de 29 ans, demi d'ouverture, formé à Bagneux, en banlieue parisienne, passé par le stade français et qui a décidé d'intégrer le Pilanou. De convocation en convocation, Yams, comme l'appellent affectueusement ses coéquipiers, est devenu une pièce maîtresse du Pilanou. Il a déjà les systèmes européens, et en tout cas qu'il essaie d'intégrer avec le groupe. Et c'est un garçon qui aime sa patrie, qui aime vraiment faire évoluer l'équipe nationale. Donc il est toujours disponible pour en tout cas jouer avec nous. Depuis 2017, depuis qu'il a intégré l'équipe nationale, il ne ménage aucun effort pour apporter aussi bien son expertise dans le jeu que tout le monde du monde de l'Ovalie qui connaît depuis la France pour quand même nous appuyer aussi bien techniquement que au niveau de comment on appelle ça, des matériels, des infrastructures. Et franchement, il est beaucoup impliqué. Beaucoup impliqué parce qu'après 4 ans dans l'Ovalie burkinabé, Antoine a vécu des moments de satisfaction, mais il a aussi des pincements au cœur. Depuis 2017, ça n'a pas trop évolué. On n'a toujours pas de terrain d'entraînement, par exemple. On doit se battre avec des sports comme le football pour avoir des terrains, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu dommage, surtout qu'on a des grandes compétitions qui s'annoncent, comme la Coupe du Monde 2023 en France, ou même les Jeux Olympiques, par exemple. Un véritable handicap, car le Burkina n'a pas une tradition de rugby, mais dispose d'un potentiel rugbystique assez intéressant. Si je dois parler de nos points forts, je vais vous parler de la vitesse, de la technique individuelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Sur les choses un peu moins bien, là, je vais parler du jeu d'avant pour le paquet. Et c'est justement pour corriger cet art qu'Antoine Yamégo a usé de ses relations pour mettre à la disposition du Burkina un encadrement technique de haut niveau. Antoine et moi, on se connaît depuis qu'on a 15 ans. On a joué ensemble aussi, jeunes, dans notre formation, à Paris de 18 à 20 ans. Et quand lui a découvert qu'il y avait une sélection au Burkina et qu'il allait pouvoir représenter son pays, il m'a demandé de l'accompagner. En fait, c'est des gens qui sont passionnés. Donc ils font ça vraiment pour l'amour du sport. Et donc j'ai même pas besoin de les convaincre en fait. Ils arrivent tout de suite dans le projet à s'investir et les gars les mettent tout de suite très à l'aise. Avec ses coéquipiers, Antoine rêve toujours grand pour le Pilanou. On est en train de faire quelque chose de très bien, je trouve, autour de la présidente Madame Rolande Borot, qui est très bien entourée avec son équipe. Et du coup, on voit que les résultats, ils arrivent, quoi. Et depuis que je suis arrivé en 2017, à chaque fois, on remporte un trophée et une médaille. Très à l'aise dans un environnement où la gratitude ne se négocie pas. Merci Jérôme, nous recevons Antoine sur ce plateau. Bienvenue Antoine. Merci. Voilà, Antoine Yamégo, comme ça a été dit, vous êtes un pilier du Pilanou burkinabé. Déjà, malgré les difficultés annoncées, le rugby burkinabé prend son envol. Il y a une compétition qui est prévue où vous allez participer. Déjà, quelle est votre réaction par rapport à la reconnaissance du Burkina? C'est un véritable honneur déjà de porter les couleurs du Faso, donc moi ça me touche énormément. Et puis voir tant de gentilles paroles à mon sujet, forcément ça me touche beaucoup. Antoine, vous vivez en France, oui. Mais depuis 2017 vous acceptez jouer ici au Faso. Comment vous vous arrangez pour pouvoir honorer ces rendez-vous-là? À chaque fois qu'on me sélectionne, je prends sur mes vacances, parce que donc moi j'habite à Paris, mais on essaye de s'arranger avec ma société au service pour que je puisse honorer la sélection, tout simplement. Donc c'est une petite gymnastique à avoir au niveau de l'agenda, mais ça se fait très bien pour l'instant. Votre société, est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, c'est une société d'informatique en fait, basée à Paris. D'accord. Votre papa Pierre Yamégo évolue dans le cinéma. Vous décidez de faire du rugby, donc papa ne vous a pas inspiré? Non, on va dire que dans ma famille, c'est pas forcément une tradition de rugby, mais c'est justement parce que j'ai envie de me démarquer de lui. Lui, je sais qu'il a excellé dans son domaine, j'ai aussi envie d'exceller dans mon domaine. Pour l'instant, c'est en progression, mais j'espère que au moins essayer de faire mieux que lui. Qu'est-ce qu'il faut à un joueur pour exceller dans le rugby? Mais au final,
en fait, il y a plein de gabarits différents et il y a plein de postes différents. Donc, ce que je veux dire à tous mes compatriotes, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être forcément de faire 2 mètres, de faire 120 kilos pour jouer au rugby. Moi-même, je ne suis pas le plus costaud. Il y a plein d'aspects tactiques, techniques, il y a la vitesse, il y a plein d'aspects. Donc, même nos femmes peuvent venir au rugby. C'est un sport qui n'est pas si bourrin que ça. Évidemment, il y a du contact, mais ce n'est pas que ça. On l'a dit, le Burkina n'a pas une tradition de rugby, mais le Pilanou a-t-il des chances de porter haut les couleurs nationales, surtout quand on sait que la compétition débute samedi prochain? Oui, on a mis toutes les chances de notre côté pour être prêt. Donc ça fait déjà 1 semaine qu'on est interné au stage. Il y a la 2e semaine de préparation qui arrive. On a préparé depuis janvier dernier avec un premier stage cette échéance-là. Donc ça nous fait pratiquement 5 mois de préparation. Donc ceux qui étaient en Côte d'Ivoire se sont préparés de leur côté, ceux qui étaient au Faso également, nous en France aussi. Donc en fait, on a réussi à créer vraiment une famille très soudée avec des liens forts. Et du coup, on s'entraide quasi quotidiennement, on échange sur notre progression, qu'est-ce qui a amélioré, quel axe on peut développer. Et pour l'instant, ça marche très bien. Donc moi, en tout cas, je suis très confiant. Ouais. Donc le moral du groupe est haut. Oui, on rigole bien, on passe des bons moments ensemble de franche camaraderie. Et moi, c'est un vrai plaisir d'être avec les garçons. Ça me manquait même de ne pas être retourné depuis janvier dernier. Merci Antoine, je rappelle que vous êtes l'un des éléments clés du Pilanou burkinabé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. Je vous retrouve demain dès 13h pour un autre journal.